Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Le torchon continue de brûler entre Kinshasa et Kigali dû aux attaques du M23 dans l'Est congolais et l'implication présumée du Rwanda dans le conflit selon la RDC. Ce lundi, le gouvernement de Paul Kagame dénonce la violation de son espace aérien alors que des efforts sont en cours pour faire baisser la tension entre les deux voisins. Ils seront des millions à se rendre aux urnes demain à travers les États-Unis à l'occasion des élections de mi-mandat. Démocrates et républicains mettent les bouchées doubles pour essayer de convaincre les indécis. Nous verrons également avec Thierry Kaoré quelles sont les attentes des Africains vivant dans la région de Washington, D.C. L'humanité doit choisir entre solidarité et suicide collectif. Ce sont là les propos tenus par Antonio Guterres à Sharm el-Sheikh en Égypte, où de nombreux leaders gouvernementaux et associatifs sont réunis pour la COP27. Voilà pour les titres. Les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont convenu samedi d'accélérer les efforts pour désamorcer les tensions et résoudre la crise politique. Mais lundi, les autorités rwandaises ont déclaré qu'un avion de chasse en provenance de la RDC avait violé son espace aérien à peine 48 heures après que les voisins ont accepté d'accélérer les efforts pour une sortie de crise. Plus de détails avec Blanche Sanou. Dans une déclaration commune publiée à l'issue de leur rencontre en Angola, les ministres des Affaires étrangères ont convenu de poursuivre les discussions comme un moyen prioritaire de résoudre la crise politique entre les deux pays frères et de définir un calendrier pour accélérer le plan de désescalade signé en juillet 2022. No final dos trabalhos, os ministros acordaram o seguinte. Au terme de leurs entretiens, les ministres ont adopté ce qui suit. Le maintien du mécanisme de dialogue et de concertation politique entre les autorités de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda comme moyen de résoudre la crise politique entre les deux pays. Le Rwanda est accusé de soutenir le M23, une milice congolaise majoritairement Tutsi qui a pris de l'importance en 2012. Kigali a nié à plusieurs reprises soutenir les rebelles, ce qui a détérioré les relations avec Kinshasa. Après plusieurs semaines de calme, la milice du mouvement M23 a repris l'offensive fin octobre, capturant des pans entiers de nouveaux territoires dans l'est de la RDC ces dernières semaines. La nation est en danger. Et la nation en danger a besoin de ses dignes fils et filles pour la servir sous le drapeau. Défendre l'intégrité du territoire, cette mobilisation, les forces armées de la République démocratique du Congo procèdent déjà au recrutement massif des jeunes pour servir sous le drapeau. Et au moment où je vous parle, ils sont plus de 2000 à Goma, rien qu'à Goma. Dans un communiqué lundi, le bureau des communications du gouvernement rwandais a déclaré qu'un avion de chasse Sukhoi 25 de la République démocratique du Congo a violé l'espace aérien rwandais à 11h20 du matin et s'est brièvement posé à l'aéroport de Rubavu dans la province de l'Ouest. Aucune action militaire n'a été entreprise par le Rwanda en réponse et l'avion est retourné en RDC. Les autorités rwandaises ont protesté contre cette provocation auprès du gouvernement de la RDC qui a reconnu l'incident. De paix, il en est également question entre les responsables du gouvernement fédéral éthiopien et des rebelles du Tigré qui sont à Nairobi pour discuter des modalités du désarmement des troupes rebelles prévues par l'accord de paix signé le 2 novembre à Pretoria.
Comme le prévoit l'accord, les chefs militaires doivent discuter et élaborer les modalités détaillées de sa mise en œuvre, notamment les questions des désarmements, a rappelé dans un communiqué l'Union africaine, médiateur des pourparlers tenus à Pretoria pendant 9 jours. La réunion doit aussi déboucher sur une feuille de route pour un accès immédiat de l'aide humanitaire et le rétablissement des services dans la région du Tigré, poursuit l'Union africaine. Plus de 24 personnes sont mortes dimanche dans une collision entre un car transportant des étudiants et un camion. C'est ce qu'annonce le gouvernement guinéen dans un nouveau bilan. L'accident est survenu à Sougueta, à 130 km à l'est de Conakry, et les causes de l'accident restent à déterminer. Une enquête a été ouverte selon le gouvernement pour faire la lumière sur ce drame. Difficile de dire si les deux affaires sont liées, mais on a aussi appris la suspension à titre conservatoire par une note du Premier ministre Bernard Goumou, du ministre des Infrastructures et des Transports Yaya Sow et de 7 de ses collaborateurs. Selon le site Africa Guinée, le ministre dit n'avoir pas été informé de cette suspension. Yaya Sow s'est dit surpris, ajoutant avoir la conscience tranquille. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale camerounaise dimanche pour fêter les 40 ans de pouvoir du président Paul Biya. L'homme de 89 ans est le deuxième dirigeant ayant exercé le pouvoir le plus long au monde, à l'exception des monarques après Teodoro Obiang Mbasogo de Guinée équatoriale, qui règne depuis plus de 43 ans. Davantage avec Ginny Niwa. Ni Paul Biya, ni son Premier ministre n'étaient sur place, mais plusieurs milliers de partisans ont crié et dansé au rythme d'une sono, diffusant des chansons en l'honneur du chef de l'État. Au son des tam-tams, ses fidèles se sont massés, vêtus de chemises, robes, casquettes et écharpes aux couleurs vives à l'effigie de Paul Biya. Le RDPC s'est mobilisé parce que le RDPC a été créé par le président Biya pour l'accompagner dans la mise en œuvre du renouveau national qu'il a lancé dès sa prise de pouvoir. À bientôt 90 ans, le Sphinx est le deuxième chef d'État au monde, encore vivant, à la plus grande longévité au pouvoir. Mais évoquer la succession du président est un tabou absolu, même pour les plus proches, alors que ses apparitions publiques se font extrêmement rares. Il y a la Constitution, on respecte les textes constitutionnels. Pour le moment, son mandat court encore. Vous voulez que nous chassons notre président alors que son mandat n'est pas terminé? Donc nous sommes fiers de lui. Bon, le reste, l'avenir nous dira, que ce soit long ou pas. L'essentiel est que nous soyons en paix. 40 ans à la tête de ce pays d'Afrique centrale, confronté à des défis politiques, sécuritaires et économiques majeurs. Après une réélection très contestée pour un 7e mandat en 2018, le régime de M. Biya a fait violemment taire toute opposition politique, faisant arrêter et condamner lourdement des centaines de manifestants pacifiques. L'opposant Maurice Kamto a qualifié ses 40 années de pouvoir sur Facebook de piétinement arrogant des droits fondamentaux des citoyens et des libertés publiques, dans un pays où règne, dit-il, une corruption systématique et généralisée. Les élections des mi-mandats ont lieu demain ici aux États-Unis. L'issue du scrutin va déterminer si les démocrates vont conserver leur majorité au Congrès ou si les républicains vont prendre le contrôle. Arash Arabazati de la VOA nous en dit plus. C'est un récit de Jacques Aristide. Pour les démocrates, le dynamitage du droit fédéral à l'avortement par la Cour suprême va drainer les électeurs aux urnes malgré l'inflation galopante qui nuit les ménages américains. Même si notre économie connaît des difficultés, les gens se disent « Attendez une minute, c'est le parti qui essaie de protéger les syndicats. C'est le parti qui a veillé à ce que nous prenions des mesures pour réduire les coûts des médicaments sur ordonnance et des soins de santé. C'est le parti, en fin de compte, qui essaie de protéger les libertés fondamentales comme le droit de contrôler son propre corps. Je pense que c'est donc un rendez-vous électoral difficile. C'est une élection de mi-mandat.
mais je vois toujours une voie pour nous de garder le contrôle du Sénat. Le centre Carter à Atlanta, fondé par l'ancien président Jimmy Carter et son épouse Rosalynn, forme des observateurs pour surveiller les élections dans le comté de Fulton en Géorgie. Dans cet État, le démocrate et pasteur Raphaël Warnock affronte le républicain et ancien joueur de football américain Herschel Walker dans la bataille qualifiée de très serrée pour le Sénat. David Carroll, directeur du programme Démocratie au centre Carter, lors d'un entretien avec l'Associated Press. Les Américains commencent à avoir moins confiance dans les élections. Il y a moins de confiance du public. Nous voyons donc l'observation non partisane comme une étape parmi d'autres par différents acteurs en tant qu'observateurs électoraux pour essayer d'apporter plus de compréhension et de confiance par rapport aux processus électoraux. En Pennsylvanie, la course pour le Sénat entre le lieutenant-gouverneur démocrate John Fetterman et le célèbre docteur Mehmet Oz, le candidat républicain soutenu par Donald Trump, est également décrite comme très serrée. À San Diego, le président Joe Biden a déclaré qu'il était optimiste quant aux chances des démocrates, mais les républicains, eux, voient une victoire qui se profile pour leur parti. Cela va être un signal d'alarme pour le président Biden et j'espère qu'il y répondra, car ce qui s'est passé ces 2 dernières années a vraiment causé beaucoup de problèmes en Amérique. J'espère que le président Biden comprendra ce que les Américains vont lui dire ce mardi, c'est-à-dire « Nous ne sommes pas contents et nous avons besoin d'un programme différent ». Et je pense qu'une Chambre de représentants dirigée par les républicains et un Sénat dirigé par les républicains vont travailler pour tenir les promesses. Et j'espère que Joe Biden soit attentif. Le New York Times rapporte que plus de 32 millions de votes ont déjà été exprimés depuis jeudi dernier, dont certains ne peuvent être comptés qu'après la nuit des élections. Alors que les Américains se rendent donc, on le disait, aux urnes demain pour renouveler une partie du Congrès, pour convaincre les électeurs, les candidats démocrates et républicains se tournent vers les anciens présidents Barack Obama et Donald Trump. Le chef du bureau de la Maison-Blanche, Patsy Widakwazura, nous explique ici pourquoi la campagne électorale pour ces élections de mi-mandat est devenue la bataille des ex-présidents. C'est un récit d'Abdourahmane Dia. Il n'est plus au pouvoir depuis 2017, mais Barack Obama est toujours considéré comme le va-tout des démocrates dans cette dernière ligne droite. Cette génération actuelle de politiciens républicains, ils ne sont pas intéressés à résoudre les problèmes. Ils sont intéressés à vous mettre en colère, puis à trouver quelqu'un à blâmer. Et ils espèrent que cela vous distraira du fait qu'ils n'ont pas de réponse qui leur soit propre. Du côté républicain aussi, un visage familier avec un discours familier. Les élections ont été truquées et volées et maintenant notre pays est en train d'être détruit. Je me suis présenté 2 fois, j'ai gagné 2 fois. Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris font également campagne pour aider les démocrates à conserver leur faible majorité à la Chambre des représentants et leurs 50 sièges au Sénat. Cependant, certains considèrent que Biden et Harris n'ont pas la même capacité de mobilisation que les 2 anciens présidents. Trump, par exemple, peut remplir ses salles parce qu'il est un bon orateur, il aime le faire et il divertit. Obama est un bon orateur, mais je ne le considérais pas comme un divertissement en soi, alors que Biden n'est ni un bon orateur, ni divertissant. Et cela pourrait donc expliquer le fait que les démocrates n'utilisent vraiment pas beaucoup Biden dans cette plaidoirie finale. Avec des sondages montrant que seuls 40% des Américains approuvent le travail de Biden, dans certains États, Obama est considéré comme le pari le plus sûr. Pour Obama, l'objectif est d'aider à sauvegarder le programme législatif de Biden pour les 2 dernières années de son mandat. Pour Trump, c'est personnel. Il s'agit de remporter des sièges, mais il s'agit également de jeter les bases de la course de 2024 et de s'assurer qu'il reste une sorte de porte-drapeau du Parti républicain.
Les Américains décideront mardi si les anciens présidents auront un impact sur leur choix. Les Américains qui se rendent donc aux urnes demain, mardi, pour les élections de mi-mandat, on l'a dit. Mais quelles sont les attentes des Africains vivant dans la région de Washington, D.C.? Élément de réponse dans ce reportage de Thierry Kaoré qui est allé à la ville à White Plains et Silver Spring dans l'État du Maryland. On écoute. Pour la diaspora africaine de la région de Washington, ces élections sont celles de tous les défis. L'économie, l'immigration, l'éducation, les attentes sont nombreuses. Le docteur Mohamed Kamara est directeur du département des études africaines de Howard University. Selon lui, le partenariat entre les États-Unis et l'Afrique dans le domaine de l'éducation pourrait être affecté par le résultat de ces élections. Pour nous, membres de la diaspora, si les élections renversent l'équilibre, le peu d'équilibre que nous avons entre l'exécutif et le législatif à Washington, D.C., et cela aura des répercussions très sérieuses, immédiates et à long terme. Beaucoup d'universités américaines ont des partenariats, des rapports de partenariat avec des universités africaines et puis des gouvernements africains. La dissolution de ce type de rapport de travail va paralyser d'aspects fondamentaux de l'éducation aux États-Unis pour les Noirs américains en particulier, mais aussi pour les membres de la diaspora africaine. Sur le plan économique, les États-Unis connaissent une inflation galopante depuis l'année dernière. Madame Cécile Abba est une ressortissante guinéenne, mère de 2 enfants. Avant, je pouvais dépenser par exemple $300 pour 2 semaines, mais actuellement il me faut $600 pour les 2 semaines. C'est devenu vraiment très difficile. Donc nous voulons que les prix diminuent parce que le marché est vraiment cher. Des attentes également dans le processus de traitement des dossiers des immigrants africains. Joseph Mitterrand, un avocat spécialisé dans l'immigration, pense que la procédure est très longue. Pas plus tard que hier, j'ai déposé une plainte contre le procureur général des États-Unis et toute sa suite, le directeur de USCIS, pour certains dossiers d'asile qui sont en instance, en attente d'études depuis, pour certains, 2014 et pour d'autres 2015, plus de 2780 jours au-delà du temps imparti par le Parlement pour décider de ces dossiers, qui est normalement environ 180 jours. Les Africains installés ici devraient bénéficier de plus d'opportunités et d'un meilleur accès aux services et programmes du gouvernement américain. C'est également le souhait de Guy Jonken, militant des droits civiques et membre de la Commission des affaires africaines de l'État du Maryland. Donc nous autres Africains qui vivons un peu en marge de l'établissement ici aux États-Unis, je crois que c'est important que nous soyons maintenant partie intégrante. Donc, ils vont s'assurer déjà sur le plan économique que nos aspirations sont répondues, qu'ils répondent à nos aspirations, parce que beaucoup parmi nous ne savons pas comment faire un business plan, comment aller tous les services que l'État a là et qui sont à l'État disponibles pour nous, nous ne savons pas. Mais ils vont faire un effort pour que nous autres, nous puissions avoir le maximum de ce que l'État représente. Quel que soit le parti qui va diriger le Sénat ou la Chambre des représentants, les Africains de la diaspora espèrent que leurs aspirations seront prises en compte après ces élections de mi-mandat du mardi 8 novembre. Beaucoup d'Africains de la diaspora qui voteront donc aussi demain ou qui l'ont déjà fait. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington, D.C. sur VOA Afrique. L'information vous revient dans un instant. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole.
pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Lina Armoudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique. Et vous suivez chez Le Monde aujourd'hui un programme de VO Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Les gouvernements, mais aussi les particuliers et les organisations envoient de l'argent et des fournitures à l'Ukraine. Désormais, la crypto-monnaie fait de plus en plus partie de l'aide monétaire. C'est un reportage d'Irina Solonko, un récit de Ginny Niwa. Sergei Vassilchuk, le PDG d'une grande société de blockchain de crypto-monnaie appelée Everstake, était à Miami en Floride lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, sa patrie. Le cofondateur de la fondation Solana, Anatoly Yakovenko, également originaire d'Odessa en Ukraine, m'a appelé et m'a demandé ce que j'allais faire. C'était comme une douche froide. J'ai réalisé que je ne faisais rien, alors je me suis demandé que pouvais-je faire. 5 des employés de Vassilchuk étaient en première ligne et il s'est vite rendu compte qu'il pouvait aider à apporter rapidement une aide financière au système ukrainien. Une transaction utilisant de la crypto-monnaie prend quelques secondes, ce qui n'est pas le cas d'un virement bancaire via le réseau SWIFT. Austin Federa travaille à la fondation Solana qui s'occupe du développement et de l'utilisation sécurisée de Solana, une crypto-monnaie. Son organisation a rejoint le fonds de Crypto Aid for Ukraine, tout comme le ministère ukrainien de la transformation numérique. Cela a centralisé les efforts de collecte de fonds et permis une meilleure surveillance de la distribution. Ils ont pu mettre en place un système dans lequel 5 personnes avaient autorité sur les fonds qui entreraient. 3 sur les 5 devaient s'entendre sur la manière dont ces fonds allaient être distribués et utilisés. Vassilchuk se souvient des premiers dons provenant de riches donateurs, chacun d'une valeur de quelques millions de dollars. Cette première étape a montré à la communauté des crypto-monnaies que le projet était fiable et d'autres dons ont suivi. Les personnes se trouvant aux États-Unis, dont beaucoup de Russes, ont fait des dons. Ceux qui sont contre la guerre n'avaient tout simplement pas d'autre moyen de faire des dons. À la mi-octobre, Aid for Ukraine avait fait don de plus de 57 millions de dollars en crypto à l'effort de guerre. Le flux d'argent s'est en partie dissipé parce que le gouvernement ukrainien a lancé la plateforme officielle de collecte de fonds du pays, appelée United 24, en mai. Ce groupe a collecté plus de 200 millions de dollars, dont une partie en crypto-monnaie. Mais peu importe d'où cela vient, Vassilchuk et ses partenaires pensent que la crypto-monnaie est idéale pour les situations d'urgence, lorsqu'un pays a besoin d'argent et en a besoin rapidement. Que vous envoyez 10 cents ou 10 millions de dollars sur une blockchain, c'est tout aussi simple et tout aussi rapide. Et obtenir de l'argent rapidement peut se traduire par des vies sauvées et un approvisionnement ininterrompu en ressources pour les combattants ukrainiens. D'argent, on en parle également en Égypte. Suite ce lundi de la COP27, la conférence mondiale sur le climat, qui s'est ouverte hier à Sharm el-Sheikh, en Égypte donc. La question du financement des dégâts inévitables déjà causés par le changement climatique est au menu des discussions. Mohamedou Oumfa. Face au réchauffement et à ses impacts qui s'accélèrent, l'humanité doit coopérer ou périr, a mis en garde le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres a appelé à mettre en œuvre un pacte pour mettre fin à la dépendance aux énergies fossiles et la construction des centrales à charbon avec l'implication des principaux pollueurs. Les deux plus grandes économies, les États-Unis et la Chine, ont la responsabilité particulière de joindre leurs efforts pour faire de ce pacte une réalité. C'est notre seul espoir d'atteindre nos objectifs climatiques. L'humanité a le choix. Coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif. Il faut qu'on ait les États-Unis et la Chine qui soient vraiment au rendez-vous de cette bataille, a aussi soutenu le président français Emmanuel Macron. Ce dernier a estimé que l'Europe et la France étaient sur la bonne trajectoire pour tenir leurs objectifs des émissions de gaz à effet de serre. En tout cas, l'OTAN Presse a rappelé le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, dont le pays accueille la COP27.
Le temps presse, c'est la fin de la décennie décisive et dans quelques années. Et nous devons en profiter pour résoudre cette bataille de la manière que nous souhaitons. L'heure est à l'action et à la mise en œuvre. Il n'y a pas de place pour le repli ni pour les excuses, car manquer l'occasion gâchera l'héritage des générations futures, de nos enfants et de nos petits-enfants. Sur la question du financement, Antonio Guterres a appelé à faire plus pour aider les pays les plus vulnérables à faire face aux pertes et dommages déjà subis en raison des tempêtes, inondations, sécheresses et autres événements extrêmes qui se multiplient. À cet effet, la fondation Bill and Melinda Gates a annoncé une donation de 1,4 milliard de dollars pour aider des agriculteurs en Afrique et en Asie. Cette somme sera distribuée sur 4 ans pour favoriser des innovations leur permettant de mieux résister aux sécheresses, aux canicules et aux inondations extrêmes amplifiées par le changement climatique. De Sharm el-Sheikh, allons à New York où la maison de vente aux enchères Sotheby's a dévoilé l'une des plus grandes collections d'art baroque de la ville. Davantage avec Blanche Sano. Avec des chefs-d'œuvre des XVIIe et XVIIIe siècles, la maison de vente aux enchères présente l'ensemble de la collection d'art baroque comme des pièces rares jamais apparues sur le marché. Christopher Apostley de Sotheby's a expliqué qu'il fut un temps où une peinture d'une tête coupée aurait été plus difficile à vendre, mais qu'aujourd'hui le sujet horrible aide en fait à attirer des acheteurs qui ne sont pas exclusivement des collectionneurs de maîtres anciens. C'est juste une image merveilleuse et puissante. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, vous savez, les gens trouvaient ces tableaux étranges. C'est une image dure à première vue. De nos jours, les gens qui collectionnent l'art contemporain ou l'art moderne réagiraient à une image comme celle-ci. Le tableau de Peter Paul Rubens attire tous les regards. Saint Jean-Baptiste y est représenté avec la tête coupée, une œuvre macabre redécouverte en 1998. Les experts estiment qu'elle pourrait se vendre jusqu'à 35 millions de dollars. Nous venons de sortir de la crise de Covid-19. Nous avons vu des prix très élevés pendant ce temps. Malgré l'incertitude, les gens achètent une grande œuvre d'art, ils le gardent chez eux et cela représente une action ou une obligation. La vente aux enchères prévue en janvier 2023 comprend des œuvres d'anciens maîtres comme Guercino, Valentin de Bourgogne, Bernardo Cavallino, Georges de la Tour et d'autres. Avant cela, des peintures de la collection exposées à New York d'une valeur totale de 177 millions de dollars seront exposées dans les locaux de Sotheby's à Los Angeles, Hong Kong et Londres. Et si vous êtes de passage à New York en janvier, vous pouvez y faire un tour. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozambique Kolanda, Saona Lingala, dans la voix de l'Amérique, Buto, Washington DC. Sangwe Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie,
sport. La rédaction Lingala de La Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sangoya Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires.